Bien, mes chers collègues, je vous propose que nous débutions notre réunion de ce jour. Et nous avons le plaisir de pouvoir échanger avec deux intervenants de grande qualité sur un sujet extrêmement important qui engage les conditions de notre prospérité, de notre indépendance et de la préservation de notre modèle social. Il s'agit de la compétitivité européenne, qui a été le thème d'un rapport très important remis par Mario Draghi, l'ancien président de la Banque centrale européenne, l'ancien président du Conseil de la République italienne, à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Et je remercie nos deux intervenants de ce jour de nous faire le plaisir et l'honneur d'être à nos côtés pour pouvoir en débattre. Monsieur Eli Cohen, vous êtes directeur de recherche au CNRS, et puis Madame Nadine Levrato, vous êtes directrice également de recherche au CNRS. Merci infiniment à tous les deux pour votre présence, et j'excuse Monsieur Jean Pisani-Ferry qui devait se joindre à nous, qui a été empêché par un problème d'avion, il me semble, voilà. Et donc un avion supprimé à Florence qui l'empêche d'être à nos côtés, mais je suis sûr que nous aurons l'occasion de débattre à nouveau. Après quelques propos liminaires que je vais tenir avec le président Coquerel, qui est ici présent, le président de la Commission des Finances, que je remercie de sa présence, voudra lui aussi tenir. Je vous laisserai introduire, et puis ensuite les collègues vous interrogeront. Et donc, je le disais, le rapport Draghi va servir de base à la discussion de ce jour. C'est un rapport qui dresse un constat à la fois sévère, mais réaliste, je crois, de la situation de notre continent, qui décrit un continent européen vieillissant, en défi d'innovation dans la recherche et en faiblesse d'investissement dans la recherche et le développement, un continent européen qui pâtit d'un marché intérieur fragmenté, encadré parfois par des réglementations excessives et qui pèsent sur la compétitivité de nos industries et de nos entreprises, dont le marché de capitaux est trop étroit et incapable d'assurer le financement des entreprises, et donc qui repose très largement sur les établissements bancaires, un continent qui manque parfois de suffisamment d'universités d'excellence, générant ainsi des pénuries de compétences et la fuite de certains cerveaux, qui doit faire aussi face à un prix de l'énergie qui est 2 à 3 fois plus élevé que ce que connaissent nos partenaires et à la fois compétiteurs américains, et qui entrave là aussi la compétitivité de nos entreprises. Et donc ce rapport comporte pour chacun de ces chapitres thématiques des recommandations qui sont très précises et qui au fond rejoignent un certain nombre de constats qui ont été faits par la France, par le président de la République, mais aussi par d'autres chefs d'État et de gouvernement depuis quelques années maintenant. J'en cite quelques-uns. La création d'une agence européenne pour soutenir les projets technologiques de rupture, le lancement d'une dette commune afin de mieux orienter l'épargne européenne vers les investissements d'avenir, l'accélération du développement de nouvelles technologies, notamment dans l'énergie et le nucléaire, la mise en place d'une union de l'énergie, l'assouplissement des règles de concurrence pour favoriser l'émergence de champions européens. Et sur tous ces sujets, ma conviction, c'est que sans une action décisive de la part des Européens, alors l'Europe risque d'être fragilisée, voire reléguée dans la prochaine décennie si elle n'investit pas massivement dans les industries d'avenir. Elle risque d'être effacée si nous ne revoyons pas notre modèle de croissance et si nous ne pensons pas une stratégie industrielle globale. En somme, si nous voulons rester dans la course avec les États-Unis et la Chine et résister au choc Trump, alors il nous faut apprendre à grandir par nous-mêmes et prendre les bonnes décisions politiques et faire les bons investissements à 27. Et c'est au fond le risque qui est aujourd'hui devant nous. Ce serait une forme de division ou de fragmentation des Européens qui iraient les uns après les autres voir le président américain pour essayer de tirer leur épingle du jeu. Moi, je crois qu'au contraire, il faut que nous ayons une politique industrielle globale à 27 qui soit déterminée. Et c'est de cette manière-là que nous serons capables de relever les défis qui sont devant nous. Voilà, mes chers collègues, ce que je voulais vous dire en préambule. Je vais, une fois n'est pas coutume, céder la parole au président Coquerel pour qu'il puisse intervenir. Je crois qu'il a un engagement par la suite, et j'ai souhaité qu'on puisse associer aussi quelques membres de la Commission des Finances. Et puis ensuite, je vous laisserai intervenir. Président Coquerel. Bien, merci Président Anglade. Déjà, merci de l'invitation et merci de me permettre de parler au début, parce qu'effectivement, j'ai un impératif et je souhaitais faire quelques observations et aussi jeter quelques propositions, questions. Et je regarderai évidemment les vidéos pour connaître les réponses de vos invités. Je regrette d'ailleurs l'absence de M. Pisani-Ferry, que je cite beaucoup en ce moment, notamment pour l'estimation des budgets nécessaires pour répondre à la question de la crise écologique. Bon, c'est clair que le rapport Draghi est un moment qui fait date, ne serait-ce que parce qu'il vient justement de lui, c'est-à-dire de quelqu'un qui a
tenu un rôle absolument éminent dans la constitution de la politique économique en Europe, dans les politiques de ces dernières années. Et j'allais dire que, du coup, ces critiques, parce que critiques il y a, prennent d'autant plus d'importance. Voilà. Il énumère des mots que subissent aujourd'hui l'économie européenne. Il parle de lente agonie, qui impliquera une dégradation des conditions de vie de la population, une aggravation de la crise environnementale, et puis aussi, j'allais dire, un décrochage avec notamment d'autres économies mondiales, notamment les États-Unis. Donc il y a un message d'alerte. Bon, premier constat, et ça, je me retrouve finalement assez, pour ma part, dans les messages d'alerte qui sont faits et la gravité de la situation. Bon, je ne parle pas forcément du même endroit que lui, c'est-à-dire que moi j'estime qu'on est en train de vivre l'échec des politiques qui peu ou prou dominent en Europe, c'est-à-dire des politiques de compétitivité, des politiques qui mettent la question de la dette en alpha oméga de tout objectif de politique économique, et des politiques de l'offre globalement, où chaque État européen essaie d'attirer à lui les capitaux en espérant ensuite que ça va créer de l'emploi, l'investissement de demain et l'emploi d'après-demain, pour reprendre l'adage du chancelier Schmitt dans les années 80. Moi, je constate, j'ai l'impression, et c'est vrai en France, mais pas qu'ailleurs, c'est qu'en réalité, ces politiques-là nous conduisent dans les difficultés qu'énumère M. Draghi, mais font aussi que, notamment en France, on ne règle à la fois ni la dette financière, ni la dette écologique. Et j'allais dire que, pour moi, c'est la seconde qui, aujourd'hui, d'un point de vue vital, a la plus grande importance. Donc, il y a un double échec évident. Bon, moi, je vais m'attarder, pas sur toutes les mesures, notamment parce qu'il y a un certain nombre de mesures, je ne suis pas forcément d'accord avec M. Draghi. Je ne parlerai pas, donc, je ferai l'économie de ce qu'on pourrait dire, notamment sur le caractère de rupture avec le libre-échange que nécessiterait la relance d'une politique économique européenne, et puis aussi avec un modèle plus protectionniste. Les autres le font, pourquoi ne le ferions-nous pas? Mais je vais surtout m'attarder sur sa recommandation première qui me semble fondamentale, qui est celle de l'investissement, de la bifurcation écologique. Parce que le constat qu'il fait, c'est que nos économies ont été incapables de mettre l'argent qu'il faut pour essayer, ne serait-ce que faire ralentir les chiffres de crise environnementale et de montée climatique. Il le chiffre à 800 milliards d'euros. Il estime que la contribution doit être évidemment sur les marchés de capitaux et notamment sur le privé via la mobilisation de l'épargne des ménages européens. Mais il dit aussi que ça ne doit pas être uniquement porté par les acteurs privés. Et de ce point de vue-là, on retrouve un peu le rapport Pisani-Ferry-Maffouz dans justement ce partage un peu dans l'investissement nécessaire. Bon, lui, ce qu'il dit, c'est qu'une partie des sommes mobilisées, il estime que ça doit provenir d'emprunts européens en commun. Je trouve que déjà l'idée est intéressante. Pourquoi ? Parce qu'elle remet en question la logique qui diabolise à tout prix la dette. Et ça ne m'étonne pas que les réactions premières, notamment du côté allemand, aient été assez rétives à cette proposition. Mais j'observe qu'aujourd'hui, il y a une crise politique en Allemagne qui est centrée justement sur la question de la dette et de savoir si il est véritablement opportun, vous avez compris, je ne le pense pas, de continuer à estimer que c'est l'alpha oméga de toute politique monétariste, notamment voulue par l'Allemagne. Je vais conclure sur une chose, c'est que je ne considère pas pour autant que la dette commune soit forcément la solution la plus adaptée. J'accepte d'en discuter, mais je ne suis pas sûr que ça soit la solution la plus adaptée. Et je mettrai deux idées sur la table. La première, je me demande si la BCE ne devrait pas finalement utiliser les mêmes prérogatives qui ont été les siennes pendant la crise du Covid, c'est-à-dire faire en sorte d'achat de titres lancés par elle-même et après mise à disposition des banques centrales européennes, autrement dit sortir la dette des marchés et faire en sorte d'avoir une certaine dette qui contribuerait justement à cette bifurcation écologique qui soit mobilisée par les banques centrales, évitant ainsi le défaut de la pression des marchés. Ça, c'est une première chose que je mets sur la table. Je pense aussi qu'on pourrait réfléchir à une autre vieille idée qui circule, qui serait le fait de sortir les investissements écologiques des critères de Maastricht, de façon justement à éviter le couperet que représentent ces critères sur des politiques d'investissement. En tout cas, je pense qu'il y a urgence et qu'il y a urgence à prendre les bonnes décisions en la matière. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Président. Je passe tout de suite